le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir et bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, lundi 7 juin 2021, première sortie de la page internationale pour cette semaine. Joyeuse semaine et joyeux lundi. Erlich Dorelas depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde pour la présentation. Et bonsoir Joël, bonsoir aux bandes, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Au Nigeria, mort confirmée du chef de Boko Haram, Abubakar Shekau. La mort d'Abubakar Shekau, le chef de Boko Haram, qui terrorisait les populations civiles, est confirmée par un groupe djihadiste rival. Il se serait suicidé alors qu'il était cerné. Voici un reportage signé TV5 Monde. En 10 ans, sa mort a été annoncée au moins 4 fois par les autorités nigérianes, mais Abubakar Shekau finissait toujours par réapparaître chaque résurrection, renforçant sa légende et la terreur qu'inspirait son groupe Boko Haram. Cette fois-ci, l'information ne vient pas de l'armée, mais d'une faction djihadiste rivale. Dieu nous a donné la victoire pour détruire le grand fauteur de troubles, responsable de destruction et de persécution, qui se fait appeler Imam Abubakar Shekau. Shekau a préféré être humilié dans l'au-delà plutôt que d'être humilié sur terre. Voilà qui confirmerait la rumeur qui courait au Nigeria depuis 2 semaines. Assiégé par les hommes de l'État islamique, l'ancien chef de Boko Haram aurait fait sauter sa ceinture d'explosifs pour ne pas avoir à se rendre. Abubakar Shekau a été le visage du groupe terroriste, postant des vidéos glaçantes sur Internet, alternant propos incohérents et menaces contre le monde entier. C'est lui qui avait revendiqué l'enlèvement en 2014 de près de 300 lycéennes à Chibok, tellement cruel et sanguinaire que même Abubakar al-Baghdadi, le chef historique de Daesh, avait demandé sa mise à l'écart, provoquant la scission de Boko Haram en 2016. Mais même si cette victoire intronise État islamique en Afrique de l'Ouest comme la principale force djihadiste dans la région, le pouvoir de nuisance de Boko Haram reste entier. Entre son décès et aujourd'hui, plusieurs actions d'envergure ont été posées par Boko Haram qui amènent à considérer que les actions de Boko Haram vont se poursuivre et tout relâchement de la lutte contre Boko Haram au prétexte qu'Abubakar Shekau est décédé serait contre-productif. La disparition d'Abubakar Shekau reste donc avant tout symbolique. Pour les populations du nord-est du Nigeria, ce n'est pas la fin de l'insécurité. À Gaza, un tunnel terroriste du Hamas sous une école de l'UNRWA. L'agence onusienne de l'UNRWA a découvert sous l'une de ses écoles un tunnel terroriste construit par le Hamas alors qu'elle enquêtait sur une frappe de l'armée israélienne à proximité de cette même école lors de l'opération Gardien du Mur. Voici un reportage signé I24 News. Sous les décombres, là, exactement où un missile israélien a touché l'école, un réseau souterrain du Hamas. Le genre de tunnel que l'organisation terroriste utilise pour attaquer Israël. La profondeur de la cavité est d'environ 7,50 mètres sous la surface de l'école, ce qui semble être une cavité et un tunnel possible à l'emplacement de la frappe de missile. L'UNRWA a découvert l'existence d'un possible tunnel dans le cadre de l'enquête sur le missile tiré. Pendant les 11 jours de conflit qui se sont terminés le 21 mai lors d'un cessez-le-feu, de nombreuses installations des Nations Unies ont été touchées par Tsahal. Des frappes qui ont engendré plusieurs enquêtes. L'UNRWA condamne ainsi aussi bien le Hamas que l'État hébreu, d'autant que selon l'organisation, rien n'indique que l'école abritait un accès direct au tunnel du groupe islamiste. L'organisation condamne ces actes. L'UNRWA exige que toutes les parties s'abstiennent de toute activité ou conduite mettant en danger les bénéficiaires et le personnel de l'UNRWA à fournir une assistance aux réfugiés palestiniens en toute sécurité. Protéger les civils, une tâche compromise. L'UNRWA a vivement protesté et contesté la position véhiculée par les autorités à Gaza, selon lesquelles elle ne pouvait plus garantir la sûreté et la sécurité de notre personnel. Ce jeudi, des menaces ont été proférées à l'encontre du directeur de l'organisation à Gaza, le poussant à se réfugier à Jérusalem. Au Mali, investi président, le colonel Goïta confirme la tenue d'élections
Je voudrais rassurer les organisations régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation, a-t-il dit après son investiture comme président de transition. Voici un reportage signé Africa News. Le Mali aura bien droit des élections en 2022, comme promis par la junte. C'est ce qu'a assuré le colonel Assimi Goïta ce lundi, lors de son investiture comme président de la transition. Aussi, voudrais-je vous affirmer solennellement, ici et maintenant, ma ferme détermination à relever ces défis. Mais tout cela n'est possible que dans la cohésion et la solidarité qui ont toujours caractérisé notre nation et qui sont mises à rude épreuve. Il s'agit en effet, sur la base de la feuille de route, de conduire la mise en œuvre des actions prioritaires nécessaires à la réussite de la transition, notamment l'organisation des élections crédibles, justes, transparentes aux échéances prévues. Je voudrais, en votre nom, rassurer les organisations sous-régionales, régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation. Après le coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020, les militaires s'étaient engagés à organiser un scrutin en février 2022. La semaine dernière, la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation de la francophonie avaient suspendu le Mali de leurs instances en réaction au départ forcé du président Bah Ndao et du Premier ministre Mokhtar Ouane. Après son investiture, le colonel Assimi Goïta devait procéder à la nomination de son chef de gouvernement. Pressenti depuis une semaine, Diogaye Kokala Maïga du mouvement du 5 juin a été désigné pour cette fonction. Au Mexique, le parti du président Obrador recule à l'issue des législatives. Le parti d'Andrés Manuel López Obrador est sorti affaibli dimanche des élections législatives qui avaient pris la forme d'un test à mi-mandat pour le président mexicain de gauche selon une première estimation officielle. Voici un reportage signé Euronews. C'est un revers pour le président mexicain de gauche, Andrés Manuel López Obrador. Son parti se raffaiblit des législatives organisées dimanche. Selon les premières estimations officielles, le parti Morena disposerait entre 190 et 203 sièges sur 500 et perdrait donc à la fois la majorité absolue à la Chambre des députés et la majorité qualifiée avec ses trois alliés. Sans cette dernière majorité, impossible pour le président Obrador de faire passer ses réformes constitutionnelles. Près de 95 millions de Mexicains avaient été conviés à ce scrutin en forme de test à mi-mandat pour le président. Pour les experts, l'enjeu de ce scrutin était l'avenir du Mexique, celle des réformes présidentielles ou un retour à une politique plus ancienne. Se présentant comme le fer de lance contre la corruption chronique au Mexique, le président Obrador a été élu en 2018 pour un mandat de 6 ans avec un programme de réforme sociale. Ces élections ont été marquées par des violences, notamment le meurtre de 5 responsables d'un bureau de vote la veille du scrutin. Au moins 90 politiciens ont été tués depuis le début de la campagne en septembre dernier, dont 36 candidats. Élection présidentielle au Pérou, Keiko Fujimori en tête de premier résultat partiel avec 52,9% des voix. La représentante de la droite populiste, Keiko Fujimori, devance lundi le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo, au deuxième tour de la présidentielle. Mais ces résultats sont partiels. Les votes issus des campagnes favorables à Pedro Castillo devraient resserrer la tendance au cours des prochains jours. Retrouvons Thomas Nicolan, l'envoyé spécial de France 24 au Pérou, pour un décryptage de la situation. Ce sont deux voies extrêmement différentes que le Pérou pourrait prendre. Keiko Fujimori, c'est celle qui représente le système politique péruvien traditionnel. Elle est la fille de l'ancien président Alberto Fujimori, au pouvoir entre 1990 et 2000. Elle souhaite une stabilité, une continuité avec ce qui se fait depuis longtemps au Pérou, une économie libérale et surtout une économie et un système qui rassure les investisseurs étrangers. Alors, ces détracteurs à Keiko Fujimori, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'elle représente un système politique qui ne fonctionne plus, qui est corrompu. Au cours des 5 dernières années, il y a eu, je vous le rappelle, 5 présidents différents au Pérou. Elle-même est poursuivie pour blanchiment d'argent. Et donc, il y a un ras-le-bol
contre Keiko Fujimori, tout comme un soutien fort. La population est très divisée. Et puis Pedro Castillo, c'est le socialiste, c'est l'enseignant qui, lui, veut rédiger une nouvelle constitution, mieux distribuer aussi les richesses parmi la population. Et donc, il touche beaucoup les populations les plus pauvres qui croient en lui, qui voient un nouvel espoir en lui. Et selon ses détracteurs, eh bien, Pedro Castillo, c'est un communiste qui va faire du Pérou un nouveau Venezuela. Bien évidemment, c'est ce que pensent ses opposants. Deux voix donc radicalement opposées et on ne sait toujours pas qui va l'emporter. Il va encore falloir attendre pour avoir une idée vraiment claire et définitive. Merci à Thomas Nicolan, envoyé spécial de France 24 au Pérou. Alors, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce lundi. Merci d'avoir été dès notre présentation Erlich Dorelas. Production Edprod, réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Température sur Boston, il fait chaud aujourd'hui. 93 degrés Fahrenheit dans la capitale des grandes universités du monde. 34 degrés Celsius. À Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Ruban, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. Passez un excellent lundi en compagnie de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Rendez-vous c'est pour demain. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.